Bonjour à toutes et à tous. Je pensais passer ma matinée ici sur le lancement de l'Institut Cerveau, Technologie et Société, mais nous accueillons les assises du financement des universités. Donc je vais tout de suite m'éclipser pour aller accueillir les participants aux assises. Néanmoins, je n'aurais pas manqué cette introduction et cette ouverture de ce kick-off meeting de l'Institut, et avec une petite émotion, parce que finalement, tout ça, c'est le résultat de presque 20 ans de travail, euh, 20 ans de travail, pas presque, quand, avec Luc Buet, nous avons lancé, dans le cadre d'un CPER, une dynamique qui s'appelait DN2M, démence des maladies neurologiques et mentales. Certains ou certaines s'en souviennent. C'est quelque chose qu'on a décidé dans le métro, en allant à ce qu'on appelait à l'époque la D2RT, devenue Drari, Monsieur le Drari. Voilà, j'ai dit à Luc, il ne faut pas dire neurosciences, il faut dire un truc qui soit plus dans le goût du jour. Et on avait imaginé démence des maladies neurologiques et mentales. C'était toute la construction progressive des neurosciences. Et voilà, aujourd'hui, le rapport HERS, que Madame la rectrice a lu attentivement, eh bien, parmi les 3 items qui font la singularité du site lillois, il y a les neurosciences et les maladies du système nerveux central. Ce qui prouve qu'un organisme national de recherche, à un moment, le délégué du CNRS sait d'avance ce que je vais dire, s'était trompé, puisqu'ils avaient dit qu'il n'y aurait jamais de neurosciences à Lille, comme le disaient les mémoires d'Edgar Faure. Avoir toujours raison est un grand tort. Et donc, il y a des neurosciences à Lille, et ça s'est construit à travers les unités, à travers des projets collaboratifs. Et puis, il y a eu aussi l'opportunité de rentrer dans une alliance européenne, Neurotech EU, après différentes vicissitudes concernant notre dossier sur les alliances européennes. Et le résultat de tout ça, eh bien, c'est la création, dans le cadre des instituts fédératifs interdisciplinaires, d'un institut autour du cerveau, des technologies et de la société, à un moment où ces recherches sont particulièrement importantes, puisqu'il y a des courants de pensée qui concernent l'homme augmenté, l'homme technologisé, et donc il y a bien nécessité, au-delà des neurosciences pures et dures, d'avoir aussi une réflexion interdisciplinaire sur ces questions. Et je pense que le site lillois est tout à fait à même d'amener des constats, d'amener des diagnostics, mais aussi d'amener des solutions pour que, effectivement, la technologie puisse, et le cerveau puisse interagir au profit de la société, mais tout en conservant une dimension humaine qui est indispensable. Sinon, eh bien, je pense que nous irions vers des dérives transhumanistes qui nous conduiraient probablement dans le mur. Et donc, c'est dire si les travaux qui vont être menés dans cet institut sont très importants. Alors cet institut, il est aussi sous-tendu par une alliance européenne, mais aussi par des cross-disciplinary projects, 2, même 3, on peut considérer, des chaires internationales, des partenariats internationaux, et on salue notre collègue de Taipei, Thierry, qui nous fait toujours l'amitié d'être en dynamique avec nous. Et donc, vraiment, on a ici tous les voyants au vert pour mener une politique scientifique autour de ces questions qui soit tout à fait au goût du jour et en même temps scientifiquement solide,
parce que ce que nous devons amener, bien sûr, c'est de la science solide pour pouvoir convaincre nos concitoyens, nos concitoyennes et le monde entier de la validité de nos thèses et de ce que nous allons faire dans cet institut. Donc, voilà, il n'y a plus qu'à. Je pense que tous les ingrédients sont réunis pour que ce troisième institut fédératif interdisciplinaire, après le cancer et après l'Institut des transitions environnementales et sociales, eh bien, voit officiellement le jour aujourd'hui et que eh bien, nous ayons une politique profonde. Et moi, j'y reviendrai dans 3 ans et demi, quand mon mandat s'arrêtera. Donc, on construit aussi pour mon propre avenir, ce qui est quand même pas mal. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite des bons travaux. Merci à Luc pour son investissement et pour notre... Tu veux me jeter, c'est ça? J'ai bien compris. Alors, j'allais dire des mots gentils pour toi. Je vais les ravaler. Merci à Luc pour son investissement, notre complicité de longue date. Et je suis sûr que l'Institut, entre ses mains, est dans de bonnes mains et va donner toute son ampleur nécessaire pour le site lillois. Bonne journée à vous. Bonjour à toutes et tous. Moi aussi, je suis ravie d'être là ce matin pour ce lancement officiel de cet institut. C'est un institut qui a été approuvé très largement en conseil scientifique. Donc, le 22 janvier, il y a eu une expression du conseil scientifique sur la création de l'institut qui a reçu une large adhésion. Donc, c'est évidemment un plaisir de voir aujourd'hui le lancement officiel de cet institut. Alors, cet institut, il s'inscrit dans une dynamique un petit peu plus globale, une dynamique de site qui, ici, amène au déploiement progressif d'instituts interdisciplinaires de recherche dans le cadre de la politique de site, en partenariat évidemment avec les organismes nationaux de recherche et les autres partenaires. Il y a cette réflexion globale qui a été menée, qui est en train d'être menée, pour identifier des thématiques structurantes, différenciantes pour notre site, dans un processus bottom-up. Et donc il y a 16 thématiques différenciantes qui ont été identifiées et qui sont travaillées par des collectifs interdisciplinaires, avec évidemment des degrés d'avancée un petit peu différents selon la thématique et selon le champ qui est couvert. Et évidemment, voilà, l'Institut qui nous intéresse ce matin avait largement initié ce travail, Kathleen le dira aussi, dans le cadre de l'Alliance européenne, ce qui amène évidemment une installation plus rapide de cet institut. Ces collectifs de recherche, ils se sont constitués sur chacune des 16 thématiques. Il y a un certain nombre de personnes ici présentes qui sont investies, voire qui coordonnent, qui pilotent ces réflexions sur les autres thématiques qui sont en train d'être travaillées et qui vont donner ici lieu à la création d'instituts fédératifs de recherche de manière progressive, chacun avec son propre calendrier. Et donc, à échéance 2028-2029, on devrait arriver à l'installation des 16 instituts. Évidemment, tous les collectifs amènent le projet jusqu'à son terme. Alors, évidemment, pour ces collectifs qui sont encore au travail, dans la phase de constitution, eh bien, c'est intéressant de voir des projets tels que celui de l'Institut dont on assure le lancement ce matin pour prendre modèle aussi sur le processus qui a été initié, qui est un processus très participatif, intégrant les différents collectifs et les différentes dynamiques de recherche issues des différentes disciplines. Avant l'Institut Cerveau, Société et Technologie, il y a eu aussi ITES qui s'est mis en place. C'est l'Institut préfigurateur qui a été créé en 2024 et donc qui a montré un petit peu une manière de faire, une méthodologie ouverte, participative, permettant d'intégrer les différentes dynamiques disciplinaires de recherche. Donc, vous devenez à nouveau, ce grand collectif devient aussi un démonstrateur et peut être aussi un point de
de contact pour les collègues qui y travaillent pour développer leur projet d'institut. Et puis, je voulais souligner que l'Institut, il se fait aussi en lien avec des programmes gradués. Et pour l'Institut Cerveau, Société et Technologie, il y a aussi le pendant, côté formation, avec un programme gradué qui associe des parcours de différentes disciplines qui proviennent de 4 composantes différentes. Donc, ça montre aussi ce lien formation-recherche à travers les programmes gradués. Il y a aussi ce continuum qu'on veut assurer entre master, doctorat, et puis le lien avec l'Institut assure cet adossement à la recherche et les interactions recherche, formation, qui sont évidemment un marqueur fort de l'université. Donc, évidemment, à mon tour, je vous souhaite de pouvoir continuer à déployer cette belle dynamique qui est présente dans l'Alliance européenne, qui va se déployer dans l'Institut et en lien donc avec aussi la formation. Donc merci à Luc pour avoir porté cette dynamique et puis pour œuvrer au déploiement de l'Institut. Et bravo à toutes et tous pour votre implication. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, c'est un plaisir pour moi aussi de vous accueillir aujourd'hui pour ce lancement. En tant que non-francophone, je suis obligée de rédiger mes discours. Donc, voilà, c'est une belle question psycholinguistique et neurolinguistique. Donc, mais ce projet, en tant que linguiste moi-même, me tient à cœur grâce à son association justement avec le projet Neurotech dont Sandrine a parlé, que je co-coordonne avec Luc pour l'Université de Lille. Pour vous expliquer un tout petit peu, donc Neurotech, c'est ce qu'on appelle un projet Alliance d'universités européennes. C'est financé par l'Europe dans le cadre du programme Erasmus, donc ça concerne essentiellement des projets de formation, mais avec un volet recherche qu'on souhaite développer. Et ces projets d'alliance représentent l'occasion pour les universités en Europe de contribuer au développement de l'espace d'enseignement supérieur européen en mettant en place une vision pour l'université de l'avenir. Donc, ça veut dire quoi? Donc, des taux de mobilité élevés pour les étudiants, des programmes de formation conjoints, la coopération intense entre universitaires et partenaires, des unités de recherche transfrontalières même, c'est une demande. Donc, la mise en place de toutes ces possibilités, c'est l'objectif de ces projets ambitieux. Donc, l'Université de Lille a rejoint le projet Neurotech en 2023. Donc, sur la base des forces existantes considérables en neurosciences et technologies. Donc, le président, il a parlé des projets qui remontent à il y a quelques années. Donc, depuis, notre participation au projet a servi de catalyseur pour la structuration du domaine au sein de l'université. Donc, nous avons établi, par exemple, la mention Master en neurosciences pour la nouvelle offre de formation. Donc, je pense que vous allez en entendre plus ce matin. La mention hébergera le Master conjoint en neurotechnologie qui a été développé pour une ouverture en septembre 2027 avec les autres partenaires du projet Neurotech. Donc, c'est un projet qui a été co-créé avec 6 ou 7 universités. Et donc, la préparation de ce master a rassemblé plus de 80 chercheurs à travers les partenaires afin de construire un programme de formation unique en Europe. Et le travail a également mené à l'établissement d'un programme gradué, comme Sandrine l'a déjà mentionné, au sein de l'Université de Lille. Donc, je ne vais pas vous détailler tous les projets qui ont été impulsés ou consolidés grâce à notre participation à Neurotech. Mais pour moi, un des plus grands succès du projet réside dans les liens qui ont été créés en interne à l'Université de Lille entre les différents chercheurs. Donc, les différents projets qui ont été lancés ont facilité des rencontres entre chercheurs issus des différentes unités de recherche et différentes composantes. Et je vous vois aujourd'hui, je me suis rendu compte ce matin que je connaissais quasiment tout le monde qui est dans le public grâce à ce projet, même s'ils viennent de Pont-de-Bois ou Cité Scientifique ou le campus santé.
Et tout le monde a ce lien avec la neurotechnologie, les neurosciences, mais ne connaissait peut-être pas très bien ou peut-être même pas du tout. Donc cet institut est en partie le fruit de ces rencontres et les liens qu'elles ont établis. Et cela va créer, on l'espère, un espace qui rassemble nos considérables forces dans le domaine pour faciliter encore plus d'échanges et encourager le développement de nouveaux projets de recherche, mais en laissant la place pour une perspective transdisciplinaire. Donc ce kick-off aujourd'hui, pour moi, c'est bien le début de quelque chose et je suis très impatient de voir où ce lancement nous amènera. Donc merci beaucoup. Bon, on va arrêter les grands discours, hein. Juste pour poursuivre un petit peu et dire que oui, c'est vrai que l'Alliance Neurotech EU pour cet institut a été plus qu'une synergie, plus qu'un catalyseur, ça a été vraiment une découverte. Et quand Kathleen nous dit oui, ben, je suis heureux de tous vous connaître et de vous reconnaître aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a 2 ans, on a pris notre bâton de pèlerin. On a fait les directeurs de composantes, les directeurs de laboratoire. Bon, certains vous en souvenez peut-être, hein, on n'a pas toujours... voilà. Mais c'était l'idée vraiment de dire, voilà, on a une alliance européenne, comment on peut s'intégrer là-dedans. Et là, on a eu une surprise, c'est qu'à Lille existait une communauté, déjà alors visible, hein, individuellement, mais pas collective. Et vraiment, on s'est dit, on a besoin d'un institut fédératif interdisciplinaire. À l'époque, on ne parlait pas encore de ça. On parlait d'institut, hein, c'était transition, voilà, et développement durable. Mais on s'est dit, ben, sur ce modèle-là, oui, pourquoi pas, allons-y. Et on a été suivi, et ça a été formidable. Alors suivi pour 2 raisons, parce qu'au niveau de l'Alliance européenne existaient déjà des instituts interdisciplinaires, hein, comme à l'Université de Bonn. Et c'est vrai que l'Université de Bonn nous a aussi un petit peu donné les clés pour avancer là-dessus. Donc très important, hein, cette notion internationale. Et puis on avait quand même une commande, c'est-à-dire que quand vous rentrez dans une alliance qui est déjà créée, en fait, on attend aussi quelque chose de vous. Alors oui, Lille, il y a une excellence dans les technologies. Je ne vais pas le dire ici, c'est évident. Informatique, numérique, nanotechnologie, microtechnologie, enfin, on est très visible là-dessus. Et je pense qu'il y a un soutien énorme aussi des ONR à ce niveau-là. Donc ça, c'est important. En neurosciences, il y a une excellence en neurosciences, que ce soit du côté des sciences cognitives ou neurocognitives, que ce soit des neurosciences, on va dire, les plus palpables, les plus moléculaires, au plus vaporeux, j'ai failli dire, mais qui représentent l'esprit, c'est-à-dire finalement de l'imagerie cérébrale à la santé mentale. Et là aussi, on est dans l'excellence. Et on a aussi quelque chose d'unique à l'Université de Lille qu'on oublie souvent. Je vous ai parlé des ONR, mais on a aussi le CHU. Et l'imagerie, que ce soit du petit animal, mais surtout l'imagerie humaine avec l'IRM, cette thèse-là, j'ai vu Jean-Pierre et j'ai vu notre directeur général du CHU. Clairement, ça fait une différence. Pourquoi ? Parce que vous avez une IRM 7T sur un site hospitalier, mais où vous faites de la recherche aussi. Et vous êtes ouvert vers des partenaires comme le Karolinska, l'université de Radboud à Nijmegen, l'université de Bonn, et vous donnez un message qui est énorme à ces autres universités européennes qu'on peut construire ensemble. Alors je vous disais, l'Alliance attendait quelque chose de nous. Alors oui, on a l'excellence en technologie, on a l'excellence en neurosciences, mais finalement ce qu'ils attendaient de nous, c'était une grande université qui avait déjà une vision inclusive. Alors évidemment, l'Alliance précédente où on s'était fortement impliqué, c'était Inclusio. Et pourquoi ? Parce qu'on avait besoin des humanités, des sciences humaines et sociales,
de l'ouverture vers la société. Et ça, Lille l'avait aussi. Ces aspects éthiques, juridiques qui entourent les neurotechnologies, on l'avait également. Donc ça a été vraiment quelque chose qui a été une combinaison de facteurs qui a fait qu'on a pu fédérer dans cet institut interdisciplinaire toutes ces forces. Et là, ce qu'on va essayer d'échanger aujourd'hui avec vous, c'est voir un petit peu, avec chacun des partenaires de l'Université de Lille, comment on commence à monter cet institut, quels sont les projets qui en ont émané, il y en a plusieurs, hein, surtout ceux que je vous ai cités, et peut-être puisqu'on a commencé sur l'international et l'Europe, c'est aussi un institut qui a une vision au-delà de l'Europe, hein, puisque on avait un laboratoire international associé avec Taipei Medical University. Il y avait également des liens avec cette université au niveau de master Erasmus Mundus commun. Donc, naturellement, on s'est retrouvé à dire mais il faut insérer aussi nos partenaires internationaux dans l'Institut pour aller un petit peu plus loin. Et peut-être pour commencer, je vais discuter avec un des lauréats des Sharwill. On a eu 2 Sharwill dans l'Institut. Donc Paul Allen, qui est au King's College London, et Thierry Burnouf, qui nous fait le plaisir d'être là, qui est arrivé de Taipei, et qui passe quelques jours à Lille. Voilà, on avait, il y a 15 jours, ou là, oui, à peu près 15 jours, on avait l'alliance taïwanaise qui était sur place, de TMU, et là, aujourd'hui, on a donc Thierry. Donc Thierry, peut-être quelques mots pour nous retracer tes liens avec l'université. Je reste debout. Non, tu peux t'asseoir. Regarde, je me suis rassis, donc. Oui, ça marche. Ok. C'est une relativement longue histoire, mais qui s'est développée en de multiples fruits, puisque c'est une histoire qui a commencé il y a à peu près une quinzaine d'années, avec des liens personnels. Enfin, moi-même, je suis passé par l'université de Lille pour le bachelor, master et PhD. Et donc j'avais des connaissances au niveau de Lille qui ont permis de développer des projets de recherche. Donc ça a démarré au niveau individuel, je dirais, entre chercheurs, entre voisins même, c'est une petite histoire, où on s'est dit qu'il y avait peut-être des choses complémentaires à faire entre ce que je faisais ou ce que je fais à Taipei Medical University à Taïwan et puis ce que des gens en neurosciences à Lille font. C'est comme ça qu'on a développé des programmes de recherche en commun qui se sont développés en des co-diplômes, double diplômes pour master mais surtout PhD, qui se sont développés avec la création d'un laboratoire international entre le College of Biomedical Engineering à Taipei Medical University et puis le centre Neuroscience and Cognition Center ici à Lille. Et puis qui petit à petit s'est étendu et qui a essaimé au sein de nos 2 universités avec un double diplôme avec ILIS qui fonctionne extrêmement bien, avec des étudiants de chaque côté qui participent à ce double master, ILIS et Taipei Medical University, qui s'est amplifié avec l'intégration de Taipei Medical University dans un Erasmus Mundus qui s'appelle EMMA, qui a été créé, qui s'est transformé il y a environ 3 ans en un Euro-Asian Master Program, EMMA, in Health Technology, Health Business, avec des étudiants de tout horizon qui peuvent venir à TMU pour effectuer leur thèse orientée sur la recherche. Et puis ce double diplôme qu'on a créé au départ avec l'UFR 3S s'étend maintenant avec Engineering System, avec d'autres professeurs impliqués. Donc c'est comme ça qu'il y a une quinzaine d'années, on a eu une idée folle de commencer avec un projet de recherche. Et on est vraiment très heureux de voir ce projet de recherche aboutir à autant de complicité, autant de collaboration entre TMU et puis l'Université de Lille et l'Institut du cerveau, auquel on espère bien pouvoir se greffer. Et l'étape suivante qu'on est heureux de voir se former et auquel on souhaite pouvoir collaborer. Alors c'est vrai qu'il y a des vrais liens avec Taïwan, hein, puisque
et Lille, puisque au bureau français de Taïwan, nous avons une Lilloise. Ouais. Pauline Ravinet. Oui. Donc ça facilite également donc les relations. Hein, donc, Ouais. Et puis clairement aussi une forte implication, puisque la thématique de Thierry qui avait été développée dans le cadre du laboratoire international associé a fait l'objet à la fois d'un RHU, mais aussi de la création du spin-off. Un spin-off qui s'appelle In Venice Biotherapies. Donc on a co-créé avec David DeVos, Caroline Moreau, Mathieu Fisichella, ancien de la SAT-Nord, et moi-même. Et donc on est en cours de développement de nos projets au sein de cette start-up. Donc voilà, donc on n'est pas parti de rien, il faut quand même être très honnête, hein, on nous demande de servir d'exemple, mais il y avait déjà, je pense qu'il faut déjà avoir un historique, voilà, je parlais de l'excellence tout à l'heure, bon, il y a l'excellence à tous les niveaux. Alors on va peut-être passer au cœur du projet, c'est-à-dire finalement sur quoi s'appuie cet institut, sur quel type de projet. Alors, je vois Jean-Charles, on aurait pu rajouter mosaïque, mais bon, on peut tout mettre hein, dans un institut. Donc je pense qu'on en a sélectionné 3 de Cross-Disciplinary Project, parce qu'on a voulu être au plus proche, on va dire, de ce qu'il y avait en lien avec cerveau, société et technologie. Et donc le premier, on va prendre le plus ancien, entre guillemets, hein, qui reste quand même des récents. On est, pour certains d'entre nous, on travaille sur les maladies neurologiques. Régis parlait tout à l'heure démence des maladies neurologiques et mentales. On doit bien avouer qu'a posteriori, alors je ne sais pas si Céline est encore là, mais au niveau de la région, ils n'ont jamais vraiment apprécié le nom de cette structure fédérative de recherche. Parce que, évidemment, d'un point de vue médical, pour nous, la démence, c'est un terme médical, alors qui est complètement réfuté, d'ailleurs, il faut le savoir maintenant de nos jours, on ne parle plus de démence. Et en fait, d'un point de vue sociétal, parler de démence, c'est assimilé au fou. Et donc, ça a toujours eu un petit problème de sémantique, on va dire, à ce niveau-là. Donc, Céline, on a changé le nom. Hein, donc, voilà. Mais quelque part, dans ces maladies neurologiques, en particulier les maladies neurodégénératives, on a évolué dans le diagnostic. Avant, il fallait faire l'autopsie du cerveau pour aller voir ce qui se passe. Maintenant, on a ce qu'on appelle des biomarqueurs, c'est-à-dire c'est des espèces de balises qui vont marquer des stades de la maladie. Et ces balises peuvent venir de l'imagerie cérébrale, j'en ai déjà parlé, peuvent venir aussi de marqueurs sanguins, mais ça peut être d'autres biomarqueurs. Et ça, on a ça pour les maladies neurodégénératives. Mais vous avez bien compris qu'il y avait aussi une composante maladie mentale, psychiatrie dans cet institut, et des biomarqueurs des maladies psychiatriques. Pour l'instant, ça n'existe pas vraiment. Hein, vous continuez à vous allonger sur le divan. Et non, mais bon. Donc, Fabien, je vais te laisser continuer pour nous expliquer un petit peu. Comme introduction, je ne t'ai pas aidé sur ce coup-là. Mais normalement, tu as un micro juste à côté, alors. Alors oui, le divan. Merci Luc. Donc Fabien Donte, je suis professeur d'université en neurosciences ici à Lille. Donc je coordonne le CDP Calypso pour clinique et analyse objective en psychiatrie. Donc c'est un CDP qui va réunir 3 laboratoires, le Lille Neurosciences et Cognition, le laboratoire Cristal et également Scalab. Donc sur ce projet, on était 4 têtes entre guillemets à porter les disciplines, on va dire neurosciences, informatique, IA et psychologie, avec Ali Ahmad qui est professeur de psychiatrie, Mohamed Daoudi qui est professeur d'informatique et Delphine Greenberg qui est professeur de psychologie. Donc, comme le disait justement Luc, donc les troubles psychiatriques sont des troubles qui sont extrêmement complexes, avec des tableaux cliniques qui sont très hétérogènes. Et à l'heure actuelle, on ne dispose pas de biomarqueurs
C'est l'une des seules disciplines finalement médicales qui ne dispose pas de ce type de marqueur pour aider au diagnostic. Et donc l'idée centrale de Calypso, c'est essayer de doter finalement les psychiatres d'examens paracliniques qui vont leur permettre d'analyser des marqueurs objectifs des troubles. Et comme il y a des manifestations cliniques qui sont observables en psychiatrie, on a décidé d'enrichir finalement les entretiens avant qui étaient réalisés sur le divan avec un film qui va enregistrer finalement un flux vidéo et audio du patient qui est en train d'interagir avec son clinicien. Et à partir de ces flux vidéo et audio, réaliser toute une série d'analyses pour objectiver le comportement. Objectiver les expressions faciales, les mouvements corporels, analyser aussi les modulations de la prosodie, donc les modulations de la voix. L'idée est finalement d'aider le psychiatre à voir ces manifestations avec finalement deux objectifs centraux. Un premier objectif qui est d'aider au diagnostic et notamment d'identifier des sous-profils au sein de catégories diagnostiques. Donc, je prends souvent l'exemple de la dépression qui est l'un des deux troubles qui est centraux dans le projet. C'est 277 combinaisons de symptômes possibles pour aboutir au même diagnostic de dépression. L'idée, c'est qu'il y a probablement, à l'aide des méthodes qu'on utilise, le moyen d'identifier des sous-profils de patients au sein de cette catégorie diagnostique. Et une fois qu'on aura fait ça, identifier ces marqueurs objectifs qui nous permettent d'identifier des sous-types, ce qu'on veut, c'est, en tout cas ce qu'on souhaite, c'est mieux anticiper la réponse au traitement et également étudier finalement les mécanismes physiologiques, neurophysiologiques, neurocognitifs qui sont associés à ces sous-profils. Donc voilà, l'objectif, il est là, identifier des marqueurs objectifs. Et pour faire ça, on travaille avec deux structures qui sont très connectées à l'Université de Lille. Il y a le CN2R d'une part, donc le Centre national de ressources et de résilience, qui est un centre national dédié à la question des psychotraumas, et également la Fédération de recherche en santé mentale et psychiatrie des Hauts-de-France, donc, qui fédère plus de 49 établissements de santé mentale et qui a un gros impact dans la recherche en psychiatrie sur le territoire. Voilà. Merci Fabien. Alors il y a deux autres cross-disciplinary projects qu'on a voulu mettre en avant. Alors on a parlé d'imagerie médicale tout à l'heure, hein, avec l'IRM 7 Tesla. Alors il y a le réseau aussi de 40 IRM 3 Tesla en région, hein, qui est toujours lié au projet Ariane. Puis en fait, l'IRM, on va dire du côté médical, c'est pas seulement l'image, c'est quelque chose qu'on appelle aussi la spectroscopie, c'est-à-dire on est capable de voir des acides aminés, des métabolites, hein, qu'on a dans le cerveau, et on est capable de les étudier. Mais on n'est pas très bon là-dessus, sur la détection et la localisation. À l'inverse, il y a des gens qui font de la spectroscopie dans les technologies et qui, eux, ont une excellence à ce niveau-là, avec une capacité et une sensibilité de détection qui est extraordinaire. Mais par contre, ils sont un petit peu moins bons dans l'imagerie, parce que, d'un point de vue médical, nous, on a développé des algorithmes qui permettent de voir mieux le cerveau. Et de l'autre côté, il n'y a pas eu d'algorithme pour mieux voir l'image d'une batterie, hein, par exemple, si je prends cette image-là. Et donc, je pense que l'autre CDP, où finalement, c'est prendre le bâton de pèlerin, aller rencontrer les gens, les mettre en contact et qui discutent un petit peu, c'est le CDP immense. Et Isabelle va peut-être nous dire quelques mots sur ce CDP immense. Je crois que Luc vous a déjà presque tout dit. Voilà, donc le CDP immense, le fil conducteur de nos recherches, c'est la résonance magnétique qui se décline de beaucoup de manières. Donc dans le médical, vous connaissez l'imagerie, évidemment, centrale, je crois, dans énormément de diagnostics. Et à Lille, il y a aussi beaucoup d'équipes de spectroscopistes. Et ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'ensemble, on a un équipement qui est assez unique et peut-être aussi même assez unique au monde par sa conjonction, parce qu'on a des spectromètres de haut champ. Donc, c'est du jargon, on parle de nos hauts champs. L'intérêt, c'est que ça augmente énormément la résolution
des expériences qu'on fait, c'est-à-dire notre capacité à distinguer les différents signaux. Et donc on s'appuie donc sur une instrumentation assez unique et bien sûr sur une expertise aussi qui est assez unique. C'est ce que j'entends aussi de mes collègues, en fait, c'est une histoire qui a pris son temps aussi, parce que c'est une communauté qui a eu besoin de se fédérer pour en fait répondre à ces appels, notamment au niveau de la région, pour avoir des grands instruments qui sont en fait très coûteux. Et donc, on est aussi ouvert à l'extérieur, donc en particulier au niveau national, autant au niveau des spectroscopies qu'au niveau de l'IRM, on est inclus dans des plateformes nationales. Donc, on a ce type de structuration déjà qui était existante. Et puis, on a réussi, au travers des années, à garder chaque année une demi-journée pour la communauté régionale de résonance magnétique. Et puis, on tourne entre les différents laboratoires. Et donc, ça a été au moins un lieu d'échange. Mais c'est vrai qu'avant cette initiative de CDP, on n'avait absolument aucun instrument auquel on pouvait de manière commune répondre. Donc ça a été un outil assez unique. Et effectivement, c'est très transdisciplinaire puisqu'on veut appliquer cette imagerie à la fois pour le vivant, ce qui vous intéresse aussi, mais aussi pour les matériaux. Et ainsi faire un partage d'expériences parce qu'on a chacun des spécificités dans notre recherche. Et par exemple, l'imagerie est beaucoup plus avancée dans l'utilisation de l'intelligence artificielle pour analyser les images. C'est fait depuis de nombreuses années, ça se développe beaucoup. Alors qu'en spectroscopie, on est très très en retard sur le domaine, donc on compte beaucoup sur eux pour nous aider. Et par contre, les personnes qui font l'imagerie médicale, c'est dans le domaine médical et ils ont, je dois dire, souvent une connaissance peut-être moins approfondie de la résonance magnétique, vraiment de la spectroscopie. Et donc, nous, on espère les aider vraiment avec l'aspect technologique d'amélioration des séquences d'impulsion pour obtenir une meilleure résolution. Et ce qui pourrait alors rejoindre voilà l'intérêt du diagnostic, cette fois en détectant des métabolites de manière localisée dans le cerveau avec l'IRM. Je ne veux pas prendre trop longtemps la parole. Merci Isabelle. Peut-être rappeler un petit peu, Olivier, Renaud, les acteurs un petit peu qui sont dans le CDP. Oui, après, je ne voulais pas faire citer une longue liste, mais donc il y a Jean-Pierre Pruvot ici qui représente l'IRM avec Renaud Lopez. Et puis donc au niveau des sciences, on a ce CDP, il est aussi coordonné par Olivier Lafont, qui est professeur à l'université, qui est dans le domaine des matériaux et des transitions, puisque c'est des matériaux pour l'énergie. Donc c'est l'étude des batteries et aussi des matériaux photovoltaïques. Qui s'étudie aussi avec un autre type de spectroscopie qui est la résonance paramagnétique électronique. Donc, bon, vous pouvez comprendre, dans les cellules photovoltaïques, il y a des électrons. Et ça s'est fait au laser par Hervé Vezin. Et puis, nous, de notre côté, donc je dirige l'UMR Biologie structurale intégrative, où on s'intéresse aux molécules en elles-mêmes, aux biomolécules. Et donc, on apporte aussi ce côté molécules qu'on souhaite détecter avec toutes ces spectroscopies. On fait aussi de la spectroscopie RMN liquide des biomolécules. Voilà, c'est un peu l'assemblage qu'on a réuni. Merci Isabelle. Alors vous voyez, on est sur des aspects où là, les neurotechnologies, on les a pris vraiment très très larges. Hein. Et peut-être que c'est vrai que pour vous, neurotechnologie, vous voyez plutôt les interfaces cerveau-machine, le neurofeedback, hein, dont on entend beaucoup parler. Bon, je vous rassure, hein, on aborde aussi ces thématiques-là. Et ça me permet de faire la transition vers Pierre. Alors, où, il va vous dire
quel type d'électrode on peut vous implanter dans le cerveau, ou à l'inverse, qu'il y a des choses qui sont complètement non invasives, comme le neurofeedback. On en a parlé vendredi dans la journée santé de la semaine des transitions, là, vendredi dernier. Et là, vous allez avoir le porteur voilà, qui va vous expliquer un petit peu ce qui est développé dans ce cross-disciplinary project qui est appelé boucle, enfin loop en anglais, pour faire résonance aux boucles fermées. Oui, voilà. Bonjour, donc moi je m'appelle Pierre Iger, donc je suis chercheur INSERM au sein du laboratoire Lille Neurosciences et Cognition, et donc je suis le porteur du CDP Loop, donc boucle, qui effectivement s'intéresse à ce qu'on appelle en contrôle dynamique ou en automatique les boucles fermées. L'idée, c'est d'essayer de voir le cerveau comme un système dynamique. On peut le stimuler, enregistrer ses réponses si possible en temps réel et, ce faisant, en déduire quelles devraient être les nouvelles stimulations ou perturbations à même de l'amener dans un état d'équilibre ou un état désiré donné. Et en fait, si on prend l'histoire des neurosciences modernes, en fait, à chaque fois que de tels mécanismes ou des physiopathologies claires ont été identifiés, que ce soit pour la stimulation profonde, Parkinson, la neuroréhabilitation ou les neuroprothèses, en fait, à chaque fois qu'on a pu mettre en place de telles approches dites en boucle fermée, il y a eu de grandes avancées ou de gains pour le patient. On passe sur une approche qui, du coup, est aidée par un dispositif tiers et qui peut parfois se passer de médicaments. On est sur une médecine de précision. Et l'idée du projet Loop, du coup, qui est au cœur clairement des fondamentaux de l'Institut Cerveau, Sciences et Technologies, enfin, Société et Technologie, c'est de s'intéresser à de telles approches innovantes dans le cadre des troubles neuropsychiatriques. Parce qu'en fait, effectivement, à l'heure actuelle, ces thérapies ne sont pas appliquées dans le cadre de pathologies psychiatriques, notamment parfois par manque de biomarqueurs ou d'identification claire des symptômes. C'est vraiment un CDP qui, par sa nature, est profondément interdisciplinaire. Donc, en fait, je revois ici dans la salle beaucoup des membres qui m'accompagnent, parce que je ne suis pas tout seul. On a 7 équipes allant de la microélectronique au traitement du signal, Cristal, l'IUMN, plusieurs institutions, CNRS, INSERM, INRIA, et en fait, et aussi surtout l'éthique et le droit et le juridique. Parce qu'en fait, donc, alors, Loop va s'appliquer dans le cadre d'une pathologie particulière qui est une expertise locale du CHU et des labos ici, qui va être la schizophrénie, et notamment les hallucinations auditives. L'idée, c'est de voir si de telles approches par boucle fermée pourraient être mises en place chez une population de patients hautement pharmacorésistants et qui ont beaucoup d'hallucinations, mettre en place des thérapies innovantes pour les soulager de leurs symptômes. D'abord de façon non invasive, essentiellement avec des approches, comme l'a mentionné Luc, par ce qu'on appelle du neurofeedback. Les patients sont mis dans un IRM ou via des électrodes sur leur scalp, de l'EEG, de l'électroencéphalographie. On vient enregistrer l'activité du cerveau, essayer d'en déduire des biomarqueurs et de façon phasique renvoyer un signal au patient pour l'aider dans un mécanisme d'apprentissage en boucle fermée à moduler sa propre dynamique et à soulager ses symptômes. Et dans une plus longue échéance, mais en fait c'est des choses qui à l'heure actuelle méritent d'être réfléchies aussi, en incluant la communauté des microélectroniciens et des physiciens, de réfléchir à des implants potentiellement qui à terme, et on commence à en parler beaucoup, ça fait le buzz dans beaucoup de choses, mais souvent c'est malheureusement dans une optique de gamification, mais aussi pour des optiques plus cliniques. Quel type d'électrode pourrait être implanté, comment, les questions de stabilité, biocompatibilité, consommation. Un aspect aussi important du projet, c'est de réfléchir à l'algorithmique nécessaire à l'extraction de ces biomarqueurs en temps réel, ce qui pose beaucoup de contraintes en termes de traitement du signal, à basse énergie, puisque effectivement, si on part de dispositifs implantés ou à terme utilisables dans la vie de tous les jours pour les patients, on n'a pas envie qu'ils soient reliés à un énorme ordinateur avec des câbles, donc il faut réfléchir à comment communiquer au plus proche du tissu de façon efficace. Donc voilà, donc en fait c'est vraiment un CDP multidisciplinaire, allant de l'éthique à parce que le but c'est aussi de réfléchir collectivement au cadre juridique et aux limites de tels dispositifs, quand bien même ils seraient fonctionnels, dans le cas de notre cas d'école qui va être ici les hallucinations et la schizophrénie.
qui peut en bénéficier, comment, pourquoi, quelles sont les limites. C'est vraiment de fédérer la communauté globalement sur l'écosystème lillois, de tous les gens qui œuvrent dans vers cette dynamique des interfaces cerveau-machine pour réfléchir aux applications de ces dispositifs. Voilà. Merci Pierre. Alors vous l'avez vu, hein, on a eu des aspects d'excellence en technologie, d'excellence en neurosciences. Bon, ces CDP, ils s'appuient là-dessus. Et puis je vous ai dit, avec Kathleen, on avait pris notre bâton de pèlerin, puis on avait été un petit peu à travers l'université, puis on a rencontré des gens, par exemple, qui travaillaient sur le langage dans les sciences humaines et sociales. Et donc, finalement, vous allez me dire, mais le langage dans les sciences humaines et sociales, comment vous voyez ça dans le cadre des neurotechnologies? Eh bien, je vais laisser Anaïta répondre. Bonjour, je suis Anaïta Bassirat, professeure des universités à l'Université de Lille et membre de l'équipe langage du laboratoire Scalab. Et effectivement, c'est pas spontanément, on ne pense pas au langage et au lien entre le langage et les neurotechnologies. Mais on a parlé en fait beaucoup de l'interdisciplinarité et je pense que le langage est un très bon exemple par rapport aux questions de l'interdisciplinarité parce que de plus en plus on essaye d'étudier les aspects linguistiques, les aspects en lien avec les mécanismes neurocognitifs et les aspects computationnels et également le rôle des facteurs sociaux et environnementaux dans différents phénomènes comme l'acquisition du langage, la compréhension, la production. Donc c'est un objet de recherche très interdisciplinaire en soi et on essaye donc de mettre en place des projets avec des collègues des disciplines différentes. Par exemple, dans nos projets, on étudie avec l'EEG les mécanismes neurocognitifs, mais également conjointement à l'analyse de la parole avec des collègues psychologues du langage, des sciences du langage et en modélisation computationnelle. Donc, dans le cas des neurotechnologies, au sens large, les neurotechnologies vont nous aider à mieux comprendre les mécanismes neurocognitifs. Ensuite, il y a un autre aspect que j'aimerais mentionner également, c'est dans le cadre des troubles du langage, pour faire le lien également avec la stimulation cérébrale dont parlait Pierre. Il y a des perspectives très intéressantes également dans ce cadre-là, où on est dans des dispositifs neurotechnologiques pour la prise en charge des troubles du langage, qui nécessitent également à la fois la compréhension des mécanismes neurocognitifs, mais également l'analyse linguistique et également les aspects computationnels. Donc, je pense que c'est très intéressant justement de pouvoir utiliser ces dispositifs et également au sens large les neurotechnologies dans nos projets sur des questions communes qu'on a sur les différents phénomènes langagiers. Du coup, dans ce sens-là, je vois tout à fait en fait un lien fort entre les travaux sur le langage qui sont faits dans différents laboratoires à l'Université de Lille et à travers des collaborations également dans l'Alliance notamment et les neurotechnologies. Merci Anaïta. Dans le cadre finalement, dans le domaine des sciences humaines et sociales au sens plus large, finalement la place cerveau, société, technologie, comment tu la vois? Je pense qu'en fait, il y a des défis qu'on peut collectivement travailler sur ces défis dans ce cadre-là. Juliette va parler de l'éthique, donc je pense que c'est un des défis les plus importants donc en SHS en lien avec les neurotechnologies. J'aimerais mentionner peut-être deux autres défis. Je pense que c'est très important qu'on puisse comprendre et prendre en compte les différences interindividuelles dans tous les travaux qu'on va faire en lien avec les neurotechnologies. Cette variabilité interindividuelle est importante à prendre en compte. Et il s'agit en fait des questions transverses aux questions théoriques en SHS, mais également par rapport aux applications et au développement des neurotechnologies. Et peut-être un autre élément
plus méthodologique. Je pense que c'est très important d'aller au-delà des travaux qu'on fait dans le laboratoire et d'avoir les projets, faire la recherche dans des conditions qu'on appelle écologiques, c'est-à-dire conditions de la vie, de la vraie vie. À la fois pour mieux comprendre les mécanismes qui sont en jeu, mais également pour pouvoir développer des dispositifs neurotechnologiques qui fonctionneraient dans la vie quotidienne, et tout en prenant en compte la manière dont les personnes vivent l'utilisation de ces dispositifs. Et je pense que dans tous ces aspects, pour tous ces défis, la contribution des SHS est très, très importante sur le plan théorique et méthodologique. Oui, merci. Oui, c'est un débat qui revient souvent. Hein. Je parlais de cette réunion qu'on avait eue vendredi où on parlait des dispositifs de neurofeedback qui sont utilisés comme des dispositifs de bien-être et pas des dispositifs médicaux. Donc où on perd un petit peu... voilà, on fait des généralités et on va dire un individu X ou Y pourrait l'utiliser et avec le risque qu'il n'y a pas d'encadrement médical là-dessus. Et que, évidemment, on se pose à la fois avec des problèmes éthiques, mais aussi juridiques, puisque, en fait, on va utiliser des dispositifs que vous pouvez acheter sur Amazon ou ailleurs, hein, ou avec des charlatans qui les utilisent sans aucune vraiment réelle formation, et taper dans Google neurofeedback. Et là, ça se heurte à d'autres problèmes où l'Institut a aussi voulu s'impliquer. Et donc là, on va laisser parler Juliette. Merci Luc. Donc, bonjour à tous. Donc, Juliette Sénéchal. Donc, moi, je suis professeure de droit donc à la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de l'université, donc spécialisée dans le droit du numérique. Et puis, je travaille également beaucoup avec les informaticiens de l'INRIA. Donc, en fait, les neurotechnologies, moi, je les ai vraiment saisies au départ par les aspects techniques sous-jacents, c'est-à-dire donc tout a été beaucoup évoqué d'ores et déjà, que ce soit par Luc, par Pierre ou par notre président. C'est-à-dire qu'il y a d'abord les interfaces cerveau-machine. Il y a de l'intelligence artificielle également qui est utilisée parce que les interfaces cerveau-machine collectent énormément de données qui sont des données cérébrales, mais qui sont aussi des données potentiellement comportementales, biométriques, de santé, enfin énormément de données avec plein de qualifications juridiques sous-jacentes qui sont potentiellement collectées, qui sont ensuite traitées par de l'intelligence artificielle et le cas échéant dans une logique de boucle pour réimpulser un certain nombre alors, par exemple d'impulsions électriques, mais pas forcément que d'impulsions électriques, pour justement agir sur le comportement humain. Donc en fait, tout ça suppose énormément de textes potentiellement applicables et des textes qui vont s'appliquer selon finalement les enjeux. Parce que soit on est face à des patients qui sont dans des échecs thérapeutiques, et quand on leur applique toutes ces neurotechnologies, on comprend vraiment pourquoi on le fait, parce que c'est pour sortir ces patients vraiment d'enjeux, enfin de risques très très graves de décès, puisque à chaque fois que je parle à Renaud, il m'explique que le taux de suicide des personnes qui, par exemple, souffrent de schizophrénie sont très élevés. Donc voilà, il y a vraiment un enjeu très important d'utiliser les neurotechnologies. Et donc, que le droit, finalement, vienne encadrer, pour éviter, bien évidemment, les dérives, mais vienne encadrer cette possibilité de faire... de sauver un certain nombre de patients qui sont pour l'instant en échec thérapeutique, mais en même temps, toutes ces neurotechnologies peuvent être utilisées dans d'autres utilités, que pour du divertissement, du bien-être, de l'augmentation. Notre président a parlé de l'augmentation tout à l'heure. Donc, en fait, voilà. Donc là, on va dans un autre secteur, finalement, avec les mêmes technologies, et il y a toute une série de risques énormes
complémentaires, potentiellement des risques de manipulation, des risques de préjudices physiques et mentaux, des risques de surveillance de masse aussi potentiellement. Donc en fait, on peut vraiment aller vers d'énormes dérives, et donc le droit a un rôle important pour essayer de comprendre à la fois les enjeux, les technologies, les risques, et essayer d'apporter sa pierre. Voilà. Et c'est un droit européen. Et c'est un droit très très européen qui se fait sous la forme de règlements européens. Le règlement sur l'intelligence artificielle, le règlement sur les dispositifs médicaux, le règlement sur la protection des données, le RGPD, etc., etc. Donc on a aussi une directive sur la responsabilité du fait des produits défectueux qui peut s'appliquer. Enfin voilà, on a autant de textes qu'on a d'aspects qui s'appliquent. Alors évidemment, quand on t'écoute, on se dit... en fait, on a besoin d'être formé à tout ça. Parce que quand on est dans notre laboratoire, évidemment, nous, tout ce qu'on a envie, c'est que ça marche. On veut mettre un dispositif sur le marché et on a du mal à avoir tout ça. Donc, au niveau de l'Alliance européenne, c'était un petit peu aussi les questions qui se posaient, c'est-à-dire finalement, quel enseignement demain on doit donner à nos étudiants, quelle formation on doit leur apporter. Et donc, de la même façon, on avait été vers les directeurs de composantes, les directeurs de laboratoire. On a emmené avec nous les étudiants de l'Université de Lille, bien sûr, mais aussi des autres alliances. Et donc, il y a une association d'étudiants qui s'est mise en place. Il y a, je vais vous laisser vous en parler. Donc, Roxane, Nicolas, je ne sais pas qui commence. Ladies first. Donc bonjour, enchantée. Moi, c'est Roxane Pruvot. Je suis interne de neurologie au CHU de Lille. J'avais une formation également à l'École normale supérieure Paris-Saclay maintenant, qui fait que j'ai une attirance toute particulière pour la recherche, en plus de la médecine. Et c'est vrai qu'en tant que neurologue, on se sent à l'interface un peu de toutes ces questions, de toutes ces avancées technologiques. On en profite grandement. Pour revenir au projet de Neurotech, en effet, avec Nicolas, on est à la fois membre du Student Council, et donc on a la chance de pouvoir participer à chaque fois, notamment par des groupes de travail, à l'avancée de ce projet absolument incroyable. Et puis à l'échelle locale, il y a une association qui s'est mise en place qui s'appelle Synapse, avec des étudiants issus d'un peu toutes les formations et qui participent à faire vivre localement du coup l'université européenne par des projets aussi variés que la Semaine du cerveau. On a pu, du coup, grâce à de nombreux professeurs, présenter un petit peu les avancées, notamment technologiques, avec l'IRM 7 Tesla dans les pathologies neurodégénératives. On a pu montrer au grand public les anomalies très visuelles qu'on peut observer sur ces imageries. On a pu également montrer des coupes de cerveau, d'anatomopathologie chez ces patients également. Donc c'était très visuel, passionnant. Et puis, on a pu également montrer ce qui reste aussi chez ces patients atteints de pathologies neurodégénératives. On a notamment des patients qui font de l'art. Donc, il y a l'art-thérapie également des patients artistes pour montrer que même atteints d'une pathologie neurodégénérative, il existe toujours quelque chose à transmettre. Il existe toujours quelque chose et ça donne aussi de l'espoir pour la suite. Pour ces patients. Et on a également participé avec Nicolas à un concours d'art oratoire, donc là complètement différent. On a pu un peu s'exercer en anglais évidemment pour inclure les différents participants des universités européennes. Donc voilà, c'est ce que j'ai... En effet, merci Roxane. Bonjour à tous. Donc moi, c'est Nicolas Joffre. Je suis aussi interne en médecine, mais moi, je fais de la neurogénétique. Donc moi, je suis au laboratoire. Je ne vois plus les patients. Et effectivement, l'Université Neurotech, le projet d'Alliance, c'est un projet absolument incroyable qui s'inscrit dans tout ce qu'on décrit ici, puisqu'effectivement, on est d'abord une université, et une université, la principale composante de sa communauté, ce sont les étudiants. Et les étudiants, ça implique deux facettes. Une facette, bien sûr, d'enseignement. Les étudiants, ils sont en recherche de possibilités, d'opportunités pour étudier, pour apprendre de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances. Que ce soit, bien sûr,
sur place, in situ, au sein de l'offre déjà très variée qu'il peut y avoir à l'université, qui est parfois complexe quand on est étudiant en début de parcours, quand on est en licence et qu'on voit les très nombreuses possibilités de master, de thèse, avec beaucoup de mots compliqués, qu'il est parfois difficile d'identifier. Et la construction de parcours fléchés comme les programmes gradués, c'est pour les étudiants effectivement de nouvelles opportunités, de possibilités de s'orienter, de se guider, de trouver leur chemin dans l'université. Et ce que permet l'Alliance Neurotech, c'est d'ouvrir encore plus les perspectives pour ces étudiants, de se former non seulement bien sûr à Lille, mais d'aller encore plus loin, d'aller chez nos partenaires, d'aller faire que ce soit pour des projets de stage, que pour mettre en pratique leurs connaissances, que ce soit pour aller étudier des formations courtes, des formations comme les Summer School qu'on a pu organiser à Lille et qui ont été organisées chez nos partenaires, que ce soit des formations plus longues et très bientôt, donc dès l'année prochaine, un master entier, 2 ans de formation pour les étudiants de l'université. Et les étudiants, c'est aussi de la recherche, puisque si un étudiant en licence est encore très dans la découverte, un étudiant en master 2 en particulier, et encore plus un doctorant, c'est d'abord quelqu'un qui fait de la recherche et qui participe au projet. Et donc la structuration, la construction de ces nouveaux cadres scientifiques, comme cet institut, eh bien, c'est aussi pour les doctorants, par exemple, l'opportunité de s'inscrire dans un projet beaucoup plus vaste et de ne pas se limiter à leur thématique qui est toujours extrêmement précise, mais de voir à quel point ça s'implique et ça s'imbrique dans un tout et qui a de nombreuses facettes, et que lorsque l'on fait par exemple de l'IA, on a à Synapse un doctorant en IA, Omar Abdelkader, qui travaille sur la construction du langage. Eh bien en fait derrière il y a des questions de linguistique, et celui de l'informaticien, il y a des questions de droit, il y a des questions éthiques, il y a des questions économiques qui se posent, et la création d'un cadre comme celui-là, c'est la possibilité pour l'étudiant, pour le jeune chercheur en devenir, de s'inscrire dans quelque chose de plus vaste et de pouvoir avoir cette transdisciplinarité, d'avoir ces multiples facettes qui se recoupent, qui se retrouvent dans son projet. Et c'est vraiment quelque chose, je pense, de central. Et voilà. Donc pour les étudiants, ce sont ces 2 facettes. Et au sein de Neurotech, effectivement, on est très heureux de pouvoir avoir ces 2 facettes, d'avoir énormément d'étudiants qui ont des opportunités de mobilité. On a déjà des centaines d'étudiants de l'Université de Lille qui ont eu l'occasion de partir chez les partenaires de l'Alliance. On a aussi eu l'occasion de recevoir à Lille de très nombreux étudiants partenaires. Et petit à petit, pour les doctorants, de mettre en place des co-tutelles, des bourses, des financements et l'ouverture à de nouvelles opportunités. Voilà. Merci Nicolas, merci Roxane. Bon, alors évidemment, outre les étudiants, il y a aussi les enseignements. Et finalement, qu'est-ce que les neurotech vont apporter pour ces enseignements ? Les enseignements, en fait, l'Université de Lille n'avait pas attendu un institut cerveau, société et technologie pour avancer sur des enseignements innovants. Là où on va peut-être plus aider, c'est finalement faire connaître ces enseignements innovants, déjà au sein même de nos composantes et de l'université, mais aussi avec nos partenaires européens. Et là, je vais passer la parole à Roliane d'abord. Juliane, je ne sais pas comment on dit finalement, Roliane ou Juliane ? Julian, mais c'est un prénom international, donc on se met. C'est ça. Voilà, c'est on ira en Espagne, on fera Julian. Juliane. On va en Suède, on fait Julian, et puis. Alors, bonjour. Donc, en fait, moi, je viens du domaine SHS, et donc, ça m'a fait plaisir de vous entendre. Voilà, je me suis senti un peu moins seul, du coup. Donc, en fait, moi, je travaille au laboratoire Géricault, je suis professeur des universités. Je travaille en lien avec le labo Cristal et Yvan, dont je passerai le micro tout à l'heure. Et en fait, je m'intéresse beaucoup à la médiation par le jeu. Et le jeu nous accompagne tout au long de la vie.
Donc au premier stade, on joue pour aider à la structuration du système nerveux central, participer à la neuronogénèse. Et puis ensuite, on joue pour découvrir l'environnement, découvrir l'autre, se sociabiliser. Et puis, on s'intéresse aussi au jeu pour apprendre. Donc moi, j'arrive avec plutôt des questions que des éléments de réponse. Hein. Avec tout ce que j'ai entendu ce matin, j'aimerais bien savoir ce qui se passe au niveau du cerveau quand on joue. Qu'est-ce qui différencie en fait le jeu des autres fonctions? Qu'est-ce qui fait qu'on reconnaît chez l'autre la fonction du jeu? Est-ce qu'il existe un circuit du jeu? Voilà, donc j'arrive à plein de questions. Et puis, on s'intéresse également à la question des fonctions exécutives qu'on pourrait associer peut-être à des mécaniques de jeu. Donc, on essaye de décomposer, de déconstruire les jeux vidéo notamment, et essayer de faire le lien entre ce qui se passe quand on déclenche telle ou telle mécanique de jeu au niveau des fonctions exécutives, et puis si on peut établir des liens, des parallèles. Et donc, dans le cadre du projet qui nous intéresse aujourd'hui, en fait, on a monté un dispositif qui s'appelle RVRC 4.0, réalité virtuelle dédiée à la relation client. Et comment ça fonctionne? En fait, on a associé 3 éléments. Le jeu, évidemment, plus les environnements virtuels, plus l'intelligence artificielle. Et l'idée, c'est de voir si un tel dispositif peut nous permettre en fait de favoriser les apprentissages, le savoir-être, et notamment par le biais de ce qu'on appelle les jeux de rôle, avec l'IA donc qui donne la réplique aux apprenants et qui aide les enseignants donc à construire en fait en amont leur scénario et ensuite en aval à en donner donc un feedback, un retour, une évaluation. Mais sachant qu'on est quand même contraint par des aspects juridiques, éthiques, voilà, sur lesquels on se conforme avec notamment l'IA Act. Voilà. Donc ce dispositif, on est en train de le finaliser et le souhait qu'on a maintenant, c'est de monter au niveau de l'échelle européenne, de le tester avec des personnes qui parlent des langues étrangères, mais aussi de pouvoir le mettre à disposition auprès d'un public divers et variés. On s'est rendu compte que les pharmaciens sont venus toquer à notre porte, les acteurs de la santé sont venus toquer à notre porte, la médiation par le jeu intéresse depuis longtemps l'équipe aussi de Mercé Jourdain et Présage. Voilà, donc on sent qu'il y a quelque chose à construire ensemble. Et c'est sur ce chemin-là donc qu'on a rencontré l'équipe donc de Luc et de voir ensemble si on peut, au sein de Neurotech, co-construire quelque chose. Donc je vais donner la parole à Yvan, et qui va nous parler donc, des aspects techniques et de l'IA peut-être plus en profondeur. Je ne sais pas. Donc moi je suis Yvan Peter, donc je suis professeur en informatique au laboratoire Cristal, donc responsable de l'équipe NOS. Et donc dans l'équipe NOS, en fait, on s'intéresse aux environnements numériques d'apprentissage. Donc soit on les construit, soit ils existent et on les instrumente. Et donc alors pour nous l'instrumentation elle est numérique, hein, mais on pourrait envisager d'autres choses aussi pour avoir des compléments d'information. Mais l'idée effectivement c'est de voir un peu, d'analyser l'activité d'apprentissage, de voir comment elle se déroule, comment se développe l'usage et des choses comme ça. Donc là on s'est rencontrés effectivement dans ce fameux projet. C'est que donc nous on a construit l'environnement auteur, c'est-à-dire que on sert de médiation entre l'IA et les questions pédagogiques et la conception pédagogique que fait l'enseignant, c'est-à-dire qu'il ne se pose pas des questions de comment je vais faire un prompt, il se pose des questions de quelle est la situation dans laquelle je vais mettre mon élève, mon étudiant, pour essayer de déclencher des apprentissages et puis de gérer une situation, puisque là on est plutôt dans les soft skills. Donc c'est là-dessus qu'on a travaillé, à construire les environnements et à donc nourrir cet avatar pour avoir un dialogue qui soit pas répétitif et puis qui ait un peu d'intérêt pour l'utilisateur. Donc là on est en expérimentation dans des lycées notamment, et donc les questions qui vont se poser à nous, alors on se pose effectivement les questions de RGPD, d'IACT, ça nous est tombé dessus très très vite forcément, hein, parce qu'il n'y a pas le choix et puis c'est normal.
Mais effectivement, de faire plutôt de l'analyse de dialogue pour voir un peu comment ça se déroule, et puis de voir jusqu'où on peut aller, quelle versatilité on peut avoir, et aussi des questions d'explicabilité de l'analyse de dialogue et du retour qu'on peut faire soit aux étudiants, soit à l'enseignant. Ça, c'est des problèmes aussi qu'on va avoir avec l'IA, de pas juste avoir une boîte noire qui dit c'est bien, c'est mal, mais de savoir pourquoi et qu'on puisse s'en servir pour faire un feedback qui a du sens. Voilà, merci. Merci à tous les deux. Alors oui, on va dire aussi que finalement les partenaires de l'Alliance ont été très intéressés, puisque entre le moment où on s'est rencontrés et où vous nous avez présenté ce projet, on en a discuté avec les partenaires de l'Alliance qui ont tout de suite dit on veut voir ce projet, et vous avez été invités au prochain colloque qu'on a tous ensemble au sein de l'Alliance, au Karolinska, très prochainement. Donc ravi aussi de vous accueillir dans l'Alliance. Ça sert aussi à ça, finalement, l'Institut. Et je le dis pour ceux qui n'ont pas encore vu ce qui est développé là. Honnêtement, c'est assez bluffant que vous fassiez du marketing, que vous soyez étudiant en pharmacie, que vous pensiez revoir les Écosses un petit peu en médecine. Je pense que cette interface, elle a quelque chose vraiment d'intéressant qui mérite d'être exploité beaucoup plus, quoi. Donc, en tout cas, bienvenue. Alors, on va finir sur ce côté un petit peu enseignement, puisque Régis en a parlé tout à l'heure. Bon, c'est adossé à l'Institut, finalement, naturellement un programme européen, puisqu'il y avait l'Alliance européenne Neurotech EU, et donc on était dans un programme Erasmus. Mais évidemment, vous allez dire, Luc Buet, il n'est pas enseignant-chercheur. Qu'est-ce qu'il vient foutre là, finalement? Parce que, merde, je veux dire, on parle d'un projet Erasmus et tout ça. En fait, je pense qu'on l'a entendu plusieurs fois. Il me semble que c'est même Nicolas qui l'a rajouté là récemment. Finalement, derrière, ces étudiants de master et en thèse, ils vont faire de la recherche. On est dans un domaine qui bouge beaucoup. Donc, en fait, avoir un chercheur qui s'intéresse à ça et se dire, voilà, quelque part, on a besoin des enseignants les apprenants de demain, on a besoin qu'ils soient formés à ces neurotechnologies. Enfin, on en discutait avec Jean-Pierre Pruvot la semaine dernière. Un médecin maintenant qui ne s'intéresse pas aux technologies, c'est quand même un tout petit peu compliqué. Ils n'ont pas tous fait l'ENS, ils n'ont pas fait une thèse avant de physique ou je ne sais quoi. D'oncologie. Bon, alors, donc, quelque part, avec des approches complètement différentes. Donc, on a besoin de former nos futurs chercheurs à ces technologies. Et donc, en plus de ce master européen, on est venu s'adosser à un programme gradué. Et là, je ne sais pas dans mon tandem de programme gradué si c'est Christelle ou Renaud qui va prendre le lead. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Christelle Vambésien, professeure de neurosciences à l'Université de Lille. Et je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Luc. Dans le nom de l'Institut, il y a Institut Cerveau, Société, Technologie. On a entendu parler cerveau, on a entendu parler technologie. Excusez-moi. Et je voudrais revenir sur l'aspect sociétal de l'Institut, notamment au travers de la formation. Donc l'Université de Lille accueille beaucoup d'étudiants, depuis la première année jusqu'au doctorat, de formations diverses. Et parmi ces étudiants, on a beaucoup d'étudiants qui s'interrogent justement sur la contribution qu'ils peuvent avoir au monde de la technologie et de la neurotechnologie en particulier. Et donc ça nous a incité, sous l'égide de l'Alliance européenne, évidemment, neurotechnologie, à développer ce programme gradué avec Renaud et puis avec tous les collègues impliqués. Donc il y a deux versants dans ce programme. Il y a un versant qui s'adresse plutôt au niveau master, master 1, master 2. Et puis évidemment, il y a le continuum vers le doctorat et avec un partenariat entre les étudiants doctorants et les étudiants qui sont en master. Donc ce programme gradué Cerveau, Société, Technologie s'appuie sur 7 parcours. Donc on a des collègues porteurs de parcours de master qui nous ont rapidement rejoints. Le parcours neurosciences translationnelles du master biologie santé,
le parcours PPNSA du master psychologie, le parcours neuropsychologie clinique du même master, le futur parcours cognition, modélisation, application, également de ce master, le parcours qui est en train de se mettre en place dans la nouvelle offre de formation de mathématiques pour les sciences du vivant et de la santé, le parcours robotique et le futur master européen en neurotechnologie que nous co-construisons, et Renaud vous en dira un petit peu plus juste après, avec les autres partenaires de l'Alliance Neurotech. Donc vous avez compris que, évidemment, c'est forcément une dimension interdisciplinaire, transcomposante, qui rassemble toutes les forces vives de l'université qui sont en œuvre. Donc, oui, master interdisciplinaire, évidemment. En fait, les grands défis actuels, que ce soit sociétaux, que ce soit en termes thérapeutiques, vous l'avez entendu avec tout ce que mes collègues ont pu vous dire, ne peuvent plus être abordés par le prisme d'une seule discipline. Et donc, nous allons accueillir dans ce master des étudiants de formations très diverses qui vont devoir apprendre à dialoguer ensemble, comme nous l'avons fait. Des étudiants de robotique, des étudiants de mathématiques, des étudiants de biologie, des étudiants de santé, des étudiants de SHS, de différentes formations de SHS. Et donc, forcément, ils ne pourront pas être spécialistes de chacune des disciplines, mais nous allons co-construire avec eux leur spécialisation et finalement les métiers de demain auxquels nous devons à Lille de former aussi, dont certains métiers qui n'existent pas encore à l'heure actuelle. Voilà, je ne sais pas si tu veux poursuivre. Merci. Oui, donc moi je m'appelle Renaud Jardry, donc je suis professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Et donc pour compléter ce qui a été dit, je pense que vous avez compris que l'enjeu pour nous, c'est vraiment d'aider les étudiants à avoir une tête bien faite et pas juste bien pleine. Hein. Ils ne seront pas spécialistes de tous les domaines, c'est impossible. Et en fait, il y a deux façons d'y arriver dans le programme gradué. Soit ils continuent de poursuivre une spécialisation qu'ils ont initiée dans leur licence, et à ce moment-là, on va avoir une ouverture par l'UE de programme gradué sur la transversalité cerveau, société, technologie, ou ils peuvent choisir un master qui est un master d'emblée interdisciplinaire, où ils vont avoir accès à ces différentes spécialités. Et ils vont progressivement se spécialiser. Et les parcours de spécialisation dans ce master européen vont les amener à avoir notamment une mobilité dans une des universités partenaires de l'Alliance Neurotech EU, puisque c'est un master qui est co-construit et co-porté par les universités partenaires de l'Alliance. Donc c'est un master qui, du coup, a déjà reçu en France une accréditation de la HERS, mais qui n'ouvrira qu'en 2027, parce qu'on est en cours actuellement d'accréditation européenne. Il accueillera sa première promo en 2027, mais avec des étudiants attendus des disciplines, de l'ensemble des disciplines qui ont pu être évoquées, aussi bien les sciences cognitives, les sciences de la santé, les sciences de l'ingénieur, pour essayer de les regrouper dans des grandes thématiques. Et bien sûr, ce qui a été rappelé, c'est que c'est la formation, le programme gradué, son essence, c'est la formation par et à la recherche. Hein, donc ça veut dire que, bien sûr, il y aura aussi un accès à l'ensemble des sites participants à l'Institut sur l'île, mais également à des terrains de stage au sein de l'Alliance. Donc c'est une opportunité exceptionnelle, je pense, pour nos étudiants. Et au-delà de la formation en master, on aura bien entendu aussi toujours à cœur de pouvoir entretenir cette curiosité à l'interdisciplinarité autour des neurotech par un colloquium, par des systèmes de séminaires qui vont animer du coup les années et qui permettront bien sûr aux étudiants qui y participent de valider des crédits, soit de master, soit des crédits doctoraux, mais qui permettront aussi à l'ensemble de la communauté de l'Université de Lille, du CHU de Lille, de l'ensemble des ONR, de pouvoir aussi, puisque ce seront des séminaires libres, de pouvoir aussi participer et simplement par curiosité apprendre un petit peu plus, comme on aime à le faire au sein de ce programme. Merci à tous les deux, merci à tout le monde. Je pense qu'on a fait le tour. Vous avez vu la diversité un petit peu des aspects développés dans un institut fédératif interdisciplinaire. Régis nous disait, ou Sandrine disait, il va falloir qu'on serve d'exemple. Bon, je ne sais pas si ça va être très facile.
Pour la bonne raison que déjà, une alliance européenne, un Erasmus comme ça, il peut y en avoir qu'un. Donc il va falloir s'appuyer sur d'autres collaborations internationales. Bon, on a pu vous montrer que ça peut se faire aussi à travers un laboratoire international associé. Hein. Donc c'est faisable. Après, je vais être très honnête avec vous, hein, on ne peut pas y arriver tout seul. On parle d'Erasmus, voilà. Si on n'avait pas eu Utah, qui est spécialiste des masters de type Erasmus, je pense qu'on n'aurait pas avancé aussi bien. Et là, récemment, on arrive à un point où on a beau être partout et il n'y a que 24 heures dans une journée, donc on avait besoin de soutien. On accueille maintenant Camille Mas, qui est notre secrétaire générale de l'Institut, hein, donc c'est avec elle que vraiment vous allez interagir, qui va être notre directrice administrative de l'Institut. Donc voilà. Et l'organisation de cette journée, c'est elle. Donc voilà, hein, donc un grand merci. Et donc pour les autres instituts, vous allez avoir le soutien de Mélinda, hein, aussi, qui va, puisque on a maintenant quelqu'un qui est chargé pour des IFI à l'Université de Lille, donc, pour les 16. Donc voilà, bon, tu sais que tu n'es pas au chômage tout de suite, quoi. Voilà, après, est-ce que vous avez des questions dans la salle ? Bonjour, merci de nous avoir invités. J'avais une petite question pour monsieur à l'extrême droite. C'était par rapport au flux. J'ai cru comprendre que vous basez vos travaux sur les flux de données audio-vidéo que vous récoltez chez les patients. Et j'aimerais savoir, sur le plan de la confidentialité et même de la disponibilité des patients à se faire filmer, si c'est facile à recueillir ce genre de données importantes, quoi. Oui. Merci. Merci pour votre question. Je savais que j'aurais dû me placer de l'autre côté. Alors c'est une question très importante. Il y a l'aspect entretien clinique et donc bien évidemment tout ça est réalisé en lien avec les réglementations. Mais il y a aussi l'adhésion des patients à vouloir procéder à cette démarche-là. Donc il y a une première cohorte qui est constituée maintenant depuis quelques mois avec des patients qui ont des épisodes de dépression sévère, avec lesquels ça se passe très bien. Le projet il a été construit aussi dans une démarche participative et je pense que ça a largement contribué à ça. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui sont concernées, qui sont en voie de rétablissement, qui sont rétablies, qui contribuent à la réalisation de nos études depuis le départ même de la constitution des protocoles. Donc ça c'est un élément qui est important. Et après, il y a un deuxième volet dans nos projets qui est la réalisation d'études en ligne, où là, c'est encore une complexité supplémentaire, puisque c'est des évaluations avec des personnes qui sont à leur domicile, par exemple. Et donc, bien évidemment, là aussi, on travaille directement en lien avec la réglementation RGPD. Mais il y a aussi cette notion d'adhérer au fait d'être filmé pendant qu'on répond à des questions ou qu'on fait un test en ligne. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on travaille en partenariat. Et il y a un autre élément aussi qui est important pour nous, c'est qu'on essaye, d'un point de vue technologique, de faire en sorte que les développements nous permettent d'avoir un maximum d'analyse qui est réalisé du côté de l'utilisateur, si bien que les flux vidéo et audio qui sont transmis sont des flux qui sont déjà traités. Et nous, on ne reçoit pas des images, par exemple, identifiantes des personnes à partir des webcams, par exemple. Donc ça, c'est des éléments qui contribuent aux réflexions et qui nécessitent des développements technologiques, mais ça, c'est pas moi qui m'en occupe. Donc. Merci pour la question. Bien, bonjour. Yann Coelho, merci pour toutes ces présentations. L'aspect valorisation, relation avec les entreprises n'a pas été beaucoup évoqué. Est-ce que c'est une dimension qui est aussi intégrée dans votre réflexion
sur l'organisation de l'Institut. Oui, évidemment, hein, tu t'en doutes bien. C'est quelque chose qui est évident, qui se fait aussi au sein de l'Alliance. Hein. D'ailleurs, c'est pas seulement au sein de l'Institut, c'est vraiment des choses qu'on veut développer un petit peu partout. L'Institut n'est pas là pour se substituer au laboratoire. C'est-à-dire que quand tu parles de, on va dire, de propriété intellectuelle ou de valorisation, c'est d'abord ce qu'on met en valeur, c'est le travail des chercheurs, leur inventivité, et ça, c'est leur propriété. Donc, en fonction de chacun, vous allez gérer ça avec le PUI, la SAT, INSERM Transfert, voilà. Mais c'est clair qu'il y a une plus-value. Nous, on se voit plus comme le think tank que plutôt avoir une valorisation. S'il y a une valorisation, elle sera sociétale. Mais sur tout ce qui est vraiment, on va dire, inventivité, brevet, licensing, on va aider, mais on ne sera pas partie prenante, hein, ce n'est pas notre rôle. Enfin, il n'est pas question de recréer une couche supplémentaire, hein, on le vit tous tout le temps. Donc là, l'idée, c'est vraiment avoir un lieu de rencontre, favoriser, avoir aussi la possibilité de mettre ça dans nos enseignements plus rapidement. Combien de fois on se dit mais pourquoi les étudiants ne sont pas formés à ça, voilà. Et ça, c'est vraiment, je crois, l'idée de l'IFI, ça va être ça, quoi. C'est vraiment de... Mais pas de se substituer du tout au laboratoire. Merci beaucoup pour votre question et la réponse de Luc. Moi, j'ai trouvé justement, quand on a monté le CDP Immense, par exemple, on avait été incité à avoir des relations avec les industriels. Et je peux vous dire que les industriels qu'on a contactés ont énormément apprécié cette nouvelle forme de partenariat, parce que souvent, ils sont sollicités à la fin, et là, ils étaient sollicités au début. Je peux vous dire que, par exemple, des laboratoires d'imagerie, des industriels comme Siemens, par exemple, qui sont des leaders internationaux dans le domaine de l'IRM, ou comme Bruker, ont énormément apprécié qu'on les appelle dès le début, et ils sont impatients de construire quelque chose dans le cadre de ce qu'ils appellent un nouveau partenariat. Ils se sentent vraiment associés au projet. Après, je rajouterais que bon, l'Institut est aussi très très bien placé par rapport au PEPR, hein, puisqu'on a des représentants du PEPR PROPSY, qui est le PEPR psychiatrie de précision, et le PEPR prodrome des maladies neurodégénératives. Donc là aussi, hein, on n'est pas, je veux dire, sur un... Bon, je vous ai donné la dimension européenne avec Neurotech, mais il y a aussi une dimension nationale avec les PEPR qui existent au niveau national. S'il n'y a pas plus de questions, hein, je pense que on a tous d'autres choses à faire aussi. Hein. Bonne journée à tous et un grand merci en tout cas.